encore plus. Qui sait, peut-être vous aussi embarquerez-vous dans le mouvement. Alors, il est 8h04, vous écoutez toujours Québec Réveil jusqu'à 9h sur les ondes de CKIA FM 88.3. Il fait, je vais vous dire ça en ce moment, il faisait 0 degré tantôt, il fait toujours 0 degré en ce moment. Le mercure va légèrement baisser dans le courant de la journée pour se stabiliser autour de -2. L'impact de ça, c'est ce qu'il reste d'eau au sol va vraisemblablement geler, se transformer en verglas et possiblement compliquer la situation sur les routes. Je vous rappelle aussi qu'en raison d'une grève, le traversier Québec-Lévis ne fonctionnera pas aujourd'hui ni demain. Toujours des beaux moments de radio qu'on passe avec Marie-Ève Doyon, qui fait sa chronique provinciale avec nous depuis longtemps, mais avec moi depuis 1 an parce que je suis entré en poste en janvier. Comment vas-tu, Marie-Ève? En joie quand je vous vois. En joie! Dernière chronique de 2024. Et Marie-Ève, je voulais te demander si, suite à l'élection de Trump, comme beaucoup de gens, tu avais envisagé de quitter X. Parce que tu es très active sur les réseaux sociaux. Ouais. Et est-ce que ça t'a traversé l'esprit? Ça me traverse l'esprit depuis longtemps. Ça me traverse l'esprit depuis plusieurs années. Ceux qui suivent mon profil sur X sont témoins de la dégradation. C'est écœurant. C'est écœurant ce que tu te prends comme volée de bois vert. Moi, c'est impressionnant. De gnochons. Mais des gnochons violents, oui. La question là, sur les réseaux sociaux n'est pas venue de l'élection de Donald Trump. Elle est venue de l'acquisition de X par Elon Musk. C'est là que tout a commencé. C'était vraiment moins pire avant? Oui, c'était bien moins pire avant ça. La modération il y avait plus de modération, il y avait ouais. plus d'employés chez X aussi C'est pour vrai. modérer. Il y avait eu avant l'arrivée d'Elon Musk l'exclusion de Donald Trump et d'une certaine frange de la population, un certain nombre d'individus qui multiplient des discours de plus en plus extrêmes, de plus en plus violents. Moi, c'est arrivé à 2 reprises que je dois me rendre au poste de police pour déposer des plaintes. On t'accueille comment dans ce temps-là? Tristement par moment. La police de Québec a, je pense, en tout cas, ils font de leur mieux, ouais. mais ils font face aussi à de la nouveauté, donc des réseaux sociaux. Mais même quand on est capable d'identifier la personne qui profère des menaces directes, la réponse qu'on nous donne lorsqu'on vient porter plainte, c'est « Oui, mais est-ce que vous vous êtes senti menacé dans votre sécurité? Avez-vous peur? » Ben oui, mais c'est des menaces de mort. Moi, je sais certains des commentaires qui t'ont encouragé. La plus récente, là, c'était Marie-Ève Doyon devrait être sur la première ligne d'un peloton d'exécution. Salsifie, écoute. Est-ce que vous vous sentez menacé dans ce n'est votre pas à intégrité? demi-mot, ce n'est pas... ça m'est déjà arrivé d'avoir un autre truc qui est un peu plus à demi-mot, mais du genre Michel Auger a appris de s'être comporté comme ça, puis on parle vraiment d'un journaliste qui a été victime d'un attentat dans un stationnement, alors qu'on écrit ça à une personne qui écrit dans un journal. Mais c'était à demi-mot, on ne disait pas on va te tirer dessus ou peu importe, mais la police qui te reçoit en disant je comprends madame que les propos peuvent être choquants, que les propos peuvent être déplacés, mais et que vous pouvez les trouver menaçants, mais est-ce que vous vous sentez menacé dans votre sécurité aujourd'hui? Parce que si vous vous sentez pas vraiment menacé, là ce qu'on me laissait entendre c'est qu'on faisait rien envers une personne qui profère des menaces de mort, si la personne qui reçoit ces menaces de mort-là c'est que c'est pas ton ne ressenti se sentait... qui fait foi du exact. danger. Et c'est pas ton ressenti qui devrait être un critère à savoir est-ce qu'un crime est commis ou non. Ça, c'est comme demander à un riche, est-ce que ça vous a dérangé de vous faire voler votre portefeuille? Est-ce que vous allez avoir des conséquences de ça? Ça? Mais les conséquences sont importantes parce que si des femmes comme moi ne portent pas plainte, qui le fera? Des gens qui reçoivent des menaces. Puis la personne, dans le cas qui nous intéresse, là, d'ailleurs, je vais me faire un plaisir d'appeler à la police aujourd'hui pour savoir s'ils sont allés poser des questions à cette personne-là, parce que la personne est identifiée. La personne, on sait où elle demeure. On connaît sa municipalité. Il y avait un semi-pseudo sur X, mais ce pseudo-là correspond à finalement une version anglicisée de son vrai nom. Sa photo de profil démontre la ville où il demeure, met une photo de son équipe de travail. Il est sur la photo et la même photo est sur son profil Facebook avec son vrai nom, ses amis, sa famille et tout ce qui vient avec. Alors, quand la police reçoit et je comprends, là,
personne saigne, personne n'est en train de geler dehors, personne n'est en danger immédiat. Mais mais c'est un crime quand même prévu par le code criminel. C'était 2 semaines avant l'élection, puis c'était à la suite d'un commentaire, même pas d'une chronique, d'un commentaire sur le président élu Trump, 2 semaines avant son accession au pouvoir. Alors, comment peut-on savoir qui lit des commentaires du genre Marie-Ève Doyon devrait être sur la première ligne d'un peloton d'exécution et qui s'en sentira investi comme mission? Ouais. C'est très compliqué. Et là, je vais aussi ouvrir un autre pan. Là. Il y a des gens qui ont des personnalités publiques dont le lieu de résidence est connu. Ouais. Alors, c'est très difficile de demeurer anonyme, de demeurer moindrement protégé dans son intégrité, qu'elle soit physique ou autre, là, parce que dans la vraie vie, je ne pense pas être quelqu'un qui soit en ce moment en danger. Mm-hmm. Mais qu'est-ce qui me prouve ça à partir du moment où les autorités ont bien répondu? Là, 1 semaine et demie plus tard, quelqu'un m'a téléphoné pour dire on va ouvrir votre dossier, mais vous comprenez qu'il y a des... Je comprends très bien que c'est pas un cas de 911 puis d'urgence urgente. Alors, au lieu d'appeler 911, je me suis rendue au poste de police puis j'ai attendu comme ça que quelqu'un vienne recevoir ma plainte. J'ai rempli moi-même ma déposition puis je leur ai laissé ça pour essayer de mobiliser le moins possible les services de police de la Ville de Québec. Mais elles ont, selon moi, le devoir de communiquer l'information avec le service de police local de l'endroit où demeure ce monsieur pour que quelqu'un vienne faire un ding-dong à sa porte et lui demander « Bonjour, comment allez-vous? Et puis, quel est votre lien avec Marie-Ève Doyon? » Ouais. Mais je pense pas que ça a été fait. Et malgré tout, tu restes sur X. Tu fais ce choix-là de rester sur X. Je reste sur X où on a de plus en plus aussi de comptes anonymes, des comptes avec des numéros, des robots aussi de republication. Plusieurs tests ont été faits aux États-Unis pour demander à un chatbot, finalement, dans le langage informatique, là, quand le robot fait un commentaire ou quand on reçoit un commentaire qui semble taillé sur mesure pour répondre à ce qu'on dit. Mais certains aux États-Unis ont essayé de donner une commande à ce robot en lui disant ne réponds que par oui à mes questions ou dorénavant ne réponds que par oui. Puis le robot, étant intelligence artificielle, s'est fait programmer puis a démontré finalement que c'était un robot. Mais donc ça, il y en a. Mais moi, j'y reste quand on me dit, ben quitte. Puis les gens qui me commentent mes publications et qui sont hargneux me disent, va-t'en si t'es pas contente. Il y a un nouveau réseau Blue Sky, va-t'en et vas-y. Plusieurs l'ont fait parce qu'ils ne veulent pas alimenter la bête X. Ne veulent pas encourager Elon Musk. Pour ma part, je n'ai jamais payé pour être sur X. Mes publications sont donc plus brèves, sont moins vues. Mais tu y trouves ton compte d'une certaine manière. J'y trouve mon compte dans la mesure, et je le sais, là, dans tous les médias, on fait aussi le suivi de la provenance des gens qui cliquent sur nos articles, et très, 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 très peu de gens cliquent sur mes chroniques à partir de X. C'est vrai? À partir d'un lien sur X. Très peu. Alors, tous les efforts que je peux y mettre, ce sont des efforts qui ne servent absolument à rien d'autre que, et c'est la raison pour laquelle j'y reste. Répondre à certaines de ces personnes-là, et beaucoup. J'y vais, là, je réponds, je le fais toujours dans la politesse. Tu le fais toujours dans la politesse, j'en suis témoin. Je le fais parce que ce n'est pas la personne à qui on parle qui va changer d'idée. Ce sont tous les gens qui voient la conversation et qui n'y participent pas, mais qui vont entendre un autre discours, vont voir un autre discours. Et comme chroniqueur, comme analyste et comme membre de la société civile, je refuse de faire semblant que les gens qui sont sur X n'existe pas. Parce que chaque fois qu'on ferme cette porte-là, qu'on va ailleurs, chaque fois moi, j'ai décidé de ne pas me créer un compte sur Truth Social, de ne pas être sur Telegram, les gens qui y sont, c'est des vraies personnes. C'est des gens qui ont des vraies idées. Il y a des robots, là, mais c'est pas vrai que ce n'est qu'un monde artificiel. Comme tous les gens qui votent pour des personnes qui ne pensent pas comme nous. Ce sont des gens qui existent, qui ont des points de vue, qui ont des objectifs et des enjeux différents. Et il faut les regarder en pleine face pour se rendre compte qu'on n'est peut-être pas la personne qui a le pas. C'est peut-être moi qui est dans le tort. Ouais. C'est pas encore un cloak immonde absolu. X, c'est encore... X? Ah non, c'est le bourbier de la lie du peuple. Non, mais il y a encore autre chose, là. Je veux dire, il y a encore des contenus intelligents. Y a-t-il? Oui. Moi, je suis des comptes scientifiques. Oui. Il y a des comptes mais il y en a de moins en moins. Il y a des moins en moins. Il y a des penseurs, encore, il y a des philosophes qui sont encore sur ce réseau-là, des journalistes intéressants. Suivre, c'est le fun. Moi, je suis abonnée à plusieurs médias d'information qui relaient. Mais dès qu'on est
identifié comme une personne dont Ouais, c'est sûr l'opinion que est là, trop toi, t'as à un gauche, statut, public, dès qu'on ouais. commente ou qu'on participe à une discussion, on est la cible d'attaque. Ouais. Alors, c'est toléré. Il n'y a plus de modération et vous ne pouvez Oui, bien même sûr, plus ouais. masquer votre profil aux personnes qui pourraient être problématiques. Aujourd'hui, ces personnes-là ne peuvent plus vous répondre, mais ils peuvent continuer de voir vos publications et continuer d'interagir par rapport à vous et d'y réagir. Alors, il y a même plus ce voile de protection que plusieurs ont utilisé là, en disant, ben bloque. Mais à partir du moment où tu bloques tout le monde, tu te crées une chambre d'écho. Et moi, je crois qu'ayant une plume et un privilège dans un journal, je pense que ce serait extrêmement malvenu de ma part de retirer ce privilège-là à des gens qui n'ont que celui d'écrire sur X comme moyen de faire valoir leur souffrance. Parce que j'ai l'impression que c'est des gens qui sont très probablement souffrants dans bien des cas. Il y a des politiciens, en fait, je pense aux solidaires actuellement, qui bloquent la possibilité de commenter pour les gens qui n'ont pas accepté comme abonnés ou en tout cas. Ce qui fait qu'il y a à peu près plus de retours sous les publications de Québec solidaire, ce qui n'est pas le cas pour les autres partis la mairesse politiques. Plante. Oui, la mairesse Plante avait fait ça, effectivement, ça fait beaucoup jaser. Oui, parce que ça donne un porte-voix à quelqu'un qui en a déjà un. Et ça ne permet pas aux citoyens d'y réagir. Le problème avec X, c'est vraiment la modération. Il n'y a plus moyen de modérer la plateforme correctement, donc d'exclure des gens. Et quand on signale une publication, X est très tolérante parce qu'il n'y a pas de monde, là, mais, et que leur vision, c'est la liberté de parole à tout prix. Alors, même si on signale des propos antisémites, des propos islamophobes, des propos homophobes, des propos transphobes, violents, X va dire, ben ça fait partie de la liberté de parole, nous on laisse ça là. Ouais. Alors il n'y a plus de de pénalité non plus. Et donc l'arrivée. Éthiquement, toi, ça te gêne pas que des politiciens ou des politiciennes prennent cette décision-là? Ça me gêne pas parce qu'il y a plein d'autres moyens pour les citoyens de se faire entendre. Et le président Trump l'avait fait à l'époque où il était président. Il faisait des publications où il avait bloqué des gens. Et là, la Cour suprême américaine avait déterminé que son compte n'était plus un compte de citoyen, c'était celui de la présidence et que comme président, il devait donner le droit de parole. Mais là, on est dans un autre contexte. On est aux États-Unis, c'est complètement autre. Au Québec, mais ce sont beaucoup des mairesses, des femmes qui ont choisi. On va continuer de communiquer parce qu'on donne des informations quand même à certains moments qui sont importantes, qui sont pertinentes pour le citoyen, mais on n'a pas à être sujet à ou encore à être un porte-voix, parce que chaque fois que quelqu'un commente sous une publication d'une personnalité publique, il y a toutes les personnes qui sont abonnées à cette personne-là qui peuvent voir la réponse. Mais là, si la réponse est violente, dégradante, déshumanisante, ça sert à rien de les tolérer. Moi, j'ai quand même un enjeu là aussi. Ouais. Fascinant tout ça. Un mot, et Marie-Ève? Déprimant. Oui, déprimant un peu, ouais. Mais j'y suis moins là, depuis 2-3 semaines. Là, je fais comme, ça me parle moins. As-tu ouvert un compte sur Blue Sky? J'ai un compte sur Blue Sky, j'ai un compte sur... j'en ai un sur Instagram. J'avais à l'époque parti un groupe sur Clubhouse quand il y a eu ça, toute cette mouvance-là où c'est vraiment plus en direct et parlé. J'ai beaucoup de ces affaires-là. Moi, j'essaie de rester au goût du jour, mais je ne suis pas sur TikTok. Je n'ai pas Snapchat non plus. Alors, je suis aussi une victime de mon âge. Oui, c'est ça. Santé Québec, Marie-Ève, je veux t'en parler un petit peu parce que tu as signé ta dernière chronique en date sur et la dernière avant le mois de janvier. Voilà, c'est ça, tu prends un petit break sur le Journal de Montréal, Journal de Québec, donc porte sur ce nouvel organisme-là qui doit centraliser les opérations administratives du système de santé québécois. Et une des premières missions qu'on donne à Santé Québec, donc, c'est de ramener l'équilibre budgétaire dans les dépenses en santé. Et c'est 1,5 milliard de dollars donc, qui devront être économisés. On en a parlé un peu plus tôt avec Dominique Salgado parce que ça a déjà des impacts sur les services qui sont offerts aux personnes en situation de handicap qui restent à la maison. Pour toi, c'est indiscutable, on dirait, quand on lit ton texte, les patients vont en souffrir de ça. Ils en souffrent déjà. Les patients, la commande qui a été donnée à Santé Québec, donc, puis on pourrait parler de tous les objectifs de création de cette patente-là, mais de cette super patente. Mais l'objectif est de régulariser la situation financière. Et même ce matin, Radio-Canada nous informait que Santé Québec a eu le mandat
de couper 3,9 ou 3,8 de la masse salariale ou des heures travaillées. Donc là, quand on enlève des heures de travail, on enlève des services aux gens. Quand on abolit des postes qui sont affichés, quand on abolit de l'affichage, ce que l'on fait, c'est aussi dire les postes qui sont ouverts aujourd'hui ne seront jamais remplis. Alors, quand Santé Québec nous explique ces postes sont pas comblés, ça changera rien. Bien, ça change quelque chose parce que s'ils étaient affichés, c'est parce qu'il y avait personne dans la job puis on voulait un employé pour faire le travail. Si on abolit des postes, si on coupe des heures de travail, et là, c'est dans la mouvance aussi de l'arrêt du recours aux agences, puis on veut diminuer les coûts de main-d'œuvre, est-ce qu'on va le faire? Et est-ce qu'on va réussir à donner autant de services à la population? Par ailleurs, lors du plus récent congrès du Parti libéral, j'ai eu la chance d'être invitée à modérer un panel d'experts sur l'avenir des services publics au Québec. Et dans les questions que je posais, c'était quelles sont les solutions? Puis l'un des experts nous disait, mais la solution, c'est pas l'argent. Parce qu'au Québec, on a donné dans les dernières années, puis François Legault le dit souvent à l'Assemblée nationale, on a en santé augmenté les budgets de 50 % ou quelque chose de même. Oui, OK. Et puis, est-ce que vous avez 50 % plus de services? Est-ce que vous avez 50 % plus de Québécois qui ont un médecin de famille? Est-ce que vous attendez 50 % moins longtemps à l'urgence quand vous arrivez avec un enfant qui a une otite parce qu'il n'y a personne pour vous aider? Est-ce que vous attendez 50 % moins longtemps au téléphone? Non. Alors, l'argent, c'est pas nécessairement la solution. Si on commence à le comprendre, là. Bien, on le comprend, mais le gouvernement ne l'a visiblement pas compris. Ouais. Et le gouvernement, je pense, souhaite recentraliser des choses, alors qu'il nous disait pendant la pandémie, souvenons-nous, là, dans chaque résidence de personnes âgées, il doit y avoir un gestionnaire en situation de pouvoir. Mais là, ce qu'on dit, c'est finalement, tout ça va être fait à Santé Québec. Alors, pourquoi on nous disait il y a 4 ans que ça prenait plus de décisions locales, des décisions adaptées aux besoins locaux? Et aujourd'hui, ce qu'on nous dit, c'est que ce sera une structure, une super structure qui va dicter les procédures pour appliquer les règles gouvernementales qui seront dictées par le ministère. Ça semble être un voile d'invisibilité que le ministère de la Santé ou le ministre de la Santé essaie de se donner. Dire, nous donnerons les orientations difficiles, vous aurez le fardeau d'en porter les conséquences puisque c'est vous qui allez les appliquer. On sent, tout à l'heure en arrivant ici, là, on discutait entre nous, puis on disait vivement un changement de gouvernement, ou je suis tannée de ce gouvernement. Sauf que il reste 2 ans. Il reste pas 6 semaines, là. On n'est pas dans une fin de régime, puis on va changer de gouvernement en janvier. Donc, il reste 2 années encore complètes de ce gouvernement, de ses mesures pour réorienter le budget, de ses priorités qui sont drôlement choisies. Et comme bonne libérale d'autrefois et encore aujourd'hui, le gouvernement libéral s'est longuement fait accuser d'être un gouvernement de docteurs, puis d'avoir géré la santé par des docteurs. Puis il y a eu Philippe Couillard, il y a eu Gaétan Barrette, il y a eu Yves Bolduc. Ce gouvernement de docteurs qui ne solutionnait pas les enjeux de santé et de finances publiques a été remplacé par ce qui se targuait d'être, et se targue toujours d'être, un gouvernement comptable, un gouvernement d'entrepreneurs. Force est d'admettre que côté financier puis côté gestion, c'est pas mieux. Alors, s'il y avait une solution facile, je pense que tout le monde l'aurait déjà trouvée. Et comme Québécois, on doit tous se poser des questions sur les priorités qu'on a, puis on va aller aux urnes un jour. Ce sera peut-être long, mais on ira. Quand les gens vont aller aux urnes, ils doivent se questionner sur ce qu'ils veulent pour l'avenir du Québec et des services publics. Oui, mais ça, c'est facile à dire. Mais comme tu le dis toi-même, c'est 3 partis qui se sont cassés les dents sur le système de santé dans les derniers 20 ans, mettons, au gouvernement. Il y avait une quincaillerie qui disait... C'est extrêmement difficile comme puzzle à résoudre. Bien, il y a une quincaillerie qui disait dans sa publicité, si ça existait, on l'aurait. Ben oui, c'est ça. Ben, si ça se faisait... Il n'y a pas un parti politique, là, peu importe vos allégeances, il n'y a pas un parti politique qui est trop niaiseux pour appliquer une solution simple à un problème complexe. S'il y en avait une solution, c'est clair que quelqu'un l'aurait déjà appliqué. C'est juste que c'est moins simple que le citoyen peut penser des fois. Quand, après la pandémie ou pendant la pandémie, Christian Dubé avait dit, je me suis rendu compte avec stupéfaction qu'il y avait des CIUS où il n'y avait carrément pas de PDG. Personne n'était imputable de ce qui se passait dans ces organisations-là. Ouais. Donc, sur papier, c'est pas illogique de vouloir centraliser ces opérations-là. Je veux dire, théoriquement, je comprends de vouloir les centraliser, oui, mais de vouloir avoir un œil sur tout ce qui se fait au Québec. Oui, mais le discours de la pandémie,
c'était aussi de dire pourquoi dans une résidence de personnes aînées, personne n'est imputable. Et ce qu'on disait, c'est il devra y avoir une direction générale qui prend des décisions puis qui a la tête sur le qui relève de quelqu'un qui est à Santé Québec. Là, et c'est ça, c'est la job du ministère de la Santé. Maintenant, le ministère a choisi de faire autre chose. À une certaine époque, je trahis mon âge, et il existait Revenu Québec. Aujourd'hui, il existe l'Agence du revenu. C'est devenu une agence. C'est extra ou paragouvernemental. Ce n'est plus directement sous le ministre du Revenu qui prend toutes ces décisions. Quand il y a des contrats informatiques qui sont donnés, ça se fait pas de la même façon que dans tous les appels d'offres globalisés. Mais on est rendu qu'on crée des agences, agences de transport, agences de la santé, agences de revenus. On atomise le bras opérant du gouvernement. Et ça, moi, ça me pose un certain nombre de questions parce que je me dis, plus on divise les lieux d'imputabilité, plus on les éloigne du siège de l'État et de ceux qui ont été élus pour exercer ces fonctions-là. Alors, tu sais, pour tous les Québécois, est-ce qu'on en a vraiment un pour notre argent? Est-ce que les meilleures décisions sont prises de la même manière quand on fait ça? Je suis pas certaine. Puis les contrats informatiques du système de santé sont gérés séparément des contrats informatiques de tout le gouvernement. On est très dépendant des consultants. Ouais. Il y a un bras de fer avec les médecins. On désire mettre au pas les agences, mais on donne de plus en plus de travail au privé. Puis on veut réduire les coûts, mais payer des médecins au privé, ça ne coûte pas la même chose que d'avoir des services dans le public. Bien sûr. Marie-Ève, c'est tout le temps qu'on avait. On te souhaite des fêtes merveilleuses. Repose-toi bien. Merci. Tout le monde a hâte de te retrouver. Je vous souhaite beaucoup de gâteaux aux fruits. Vous n'avez pas goûté le nôtre. Le gâteau aux fruits. Dans cette émission. Pourtant, ma mère en fait du fabuleux. Oh, tout le monde dit ça. Ah, oui. Que voulez-vous? Réapprivoiser, pendant le temps des fêtes, réapprivoiser le gâteau aux fruits, réécouter vos classiques de Noël et de grâce, n'essayez pas d'en rajouter de trop plus récents, sont toujours mauvais. Tu trouves ça, toi? Ah, j'haïs ça, la musique récente de Noël. Trouvez des petits chanteurs à la Croix de Bois, puis écoutez-les en pleurant, puis dites-vous que ça a été enregistré en 73, que ces gens-là ne chantent plus comme ça. Salut, Bye-bye. Salut, Marie-Ève, repose-toi bien, bye-bye.